bien, bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Arkaril. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour une nouvelle vidéo, en fait qui sera le début d'une série, j'espère une longue série prospère. Et en plus, je vais revenir sur un de mes premiers amours. Je crois que même que c'était la première série de vidéos que j'ai faite sur cette chaîne. Et c'est donc, pour les plus anciens et ceux qui me suivent un petit peu, c'était donc sur le jeu Pathfinder. Pathfinder, le jeu de cartes. Et donc, évidemment, je ne vais pas revenir sur la toute première campagne que j'avais déjà pas mal abordée en vous expliquant comment fonctionne le jeu et en proposant aussi une série de règles alternatives afin de rendre le jeu un peu plus sérieux. On va dire que c'était la version hardcore du jeu, voilà. Et cette fois-ci, je vais me pencher sur la deuxième campagne qui a été proposée et traduite par les petits gars de chez Black Book Edition. C'est donc la campagne Skull and Shackles, qui se passe dans un univers de piraterie, toujours évidemment dans l'univers, dans le monde de Pathfinder sur Golarion. Je crois que c'est ça la planète où se situent toutes les aventures de Pathfinder. Voilà, alors ça fait évidemment pas mal de temps que je souhaite m'attaquer à cette campagne. Alors, elle n'est pas toute récente, hein, c'est un jeu qui est sorti depuis longtemps déjà, hein. Évidemment, c'est la deuxième campagne en fait, hein, la deuxième campagne, et c'est la deuxième qui est traduite. Depuis, il n'y a eu aucune autre traduction. Voilà. Alors, je vais essayer de voir si je retrouve ça en quelle année ça a été fait. J'ai une petite idée, je regarde sur la boîte. Parce que je vous avouerai que je me rappelle pas. Alors, est-ce que j'arrive... Oh là, je vais pas reverser ça. Ah, 2016. 2016 a priori. Ok. Donc 2016, ça va être la version française, je pense. Voilà, 2016, donc ça fait quand même il y a 4 ans. Depuis, pas de nouvelles pour des nouvelles sorties françaises du jeu. J'ai l'impression que Black Book Edition s'est un peu essoufflé là-dessus. Euh, aucune idée du pourquoi, du comment. Peut-être une raison budgétaire, peut-être que le jeu Pathfinder, la première boîte en français, n'a pas trouvé son public, ou plutôt peut-être la deuxième. C'est fort possible, c'est possible. Donc ils se sont peut-être pris un four. Peut-être qu'il y a un problème de droit, peut-être qu'ils ont perdu les droits de faire la traduction. Je ne sais pas, tout ça est un peu mystérieux. C'est bien dommage en tout cas parce que c'est un jeu qui est fantastique, qui fonctionne très bien, qui se joue vite, qui se joue bien, qui raconte de belles histoires, de belles aventures. Et il y a eu au moins, à ma connaissance, 2 autres campagnes par la suite qui sont sorties, donc cette fois-ci en anglais, hein, c'est toujours édité par Paizo. Une, une campagne dans un univers plutôt démoniaque, où donc les héros vont devoir rentrer dans une faille et affronter une pléthore de démons, avec un côté épique, c'est-à-dire que les héros peuvent devenir des espèces de super-héros épiques, quoi. Donc là, ça va un peu plus loin aussi dans la proposition des règles. Et il y a une boîte qui se passe dans un univers, on va dire, égyptien. Voilà, donc avec quoi je ne peux pas vous dire parce qu'en fait je n'en connais pas beaucoup plus. J'ai même pas suivi de vidéo en fait sur ce jeu. C'est juste qu'elle existe, ce qui est déjà pas mal. Voilà, mais nous on va se pencher sur donc Skulls and Shackles puisqu'on a la chance que cette boîte soit sortie en français et donc j'ai ce qu'il faut, hein. J'ai la boîte de base et la boîte avec les extensions, donc je suis en capacité de faire toute la campagne. Et j'espère bien que je vais pouvoir le faire et essayer d'être suffisamment régulier pour que ça se suive bien. Voilà, évidemment, on va d'abord faire un petit point sur le jeu, ce que propose Skull and Shackles, les différences par rapport à la première campagne donc, qui s'appelait L'éveil du Seigneur des Runes. Et évidemment, vous me connaissez, je ne vais pas jouer en version normale, officielle, je vais jouer en version hardcore, donc avec un chapelet de règles supplémentaires qui se rapproche grosso modo de celles qui existaient déjà, enfin celles que j'avais compilées.
puisque pour rappel, il y a certaines qui sont des créations maison et d'autres que j'ai été chercher, glaner sur des sites notamment anglais à l'époque, il y a quelques années déjà quand j'ai commencé à faire des vidéos. Donc je garde à peu près les mêmes types de règles puisque ça fonctionnait très bien. Alors je ne sais pas si c'était coup de bol au niveau d'équilibrage, mais ça me permettait d'avoir fait la campagne. J'ai fait la campagne des amis hein, entièrement, de la première aventure à la dernière, hein, donc l'éveil du Seigneur des Runes. Grâce à ces règles-là, voilà, il y a eu des parties très tendues, des fois on a perdu. Souvent on a gagné quand même, mais c'était tendu, il y avait vraiment de l'enjeu, il y avait vraiment voilà, il y avait une pression qui était exaltante et qui a vraiment donné encore plus, décuplé le plaisir du jeu, à mon sens. Voilà, c'est vraiment une question de goût, hein. J'aime bien quand les jeux sont costauds, mais pas impossible. Voilà, j'ai du mal avec les jeux où on doit échouer 10-15 fois avant de réussir. Voilà, vous savez, pour ceux qui ont suivi les vidéos que j'ai pu faire sur le jeu, ça va m'échapper évidemment. Dragonfire, un jeu de deck building qui est réputé très difficile. Bah, c'est pareil, hein, j'ai apporté quelques adaptations afin de justement le rendre le jeu un tout petit peu plus facile cette fois-ci. Voilà, donc il faut que j'arrive à me trouver un peu dans l'entre-deux. Alors je suis capable de jouer avec les règles normales, mais voilà, pour moi c'est trop facile. Peut-être que je maîtrise mieux trop le jeu, je sais pas, mais au bout d'un moment, voilà, ça devient un peu. Voilà, on se raconte une histoire, mais c'est poussif, on va dire, c'est un peu trop facile. Donc là, cette fois-ci, vous ne suivrez pas une campagne avec des règles officielles. Voilà, je vous préviens tout de suite. Donc, libre à vous de suivre si vous voulez. Je vous invite à le faire quand même, que vous puissiez découvrir ce que ça apporte, en espérant que ça soit aussi exaltant que ce que j'ai pu vivre avec mes copains. Et puis voilà, bah, si vous préférez jouer avec les règles officielles, eh bien écoutez, je vous invite à vous trouver le jeu, ou trouver peut-être des chaînes où il existe une campagne de ce jeu-là. À ma connaissance, il n'y en a pas, peut-être en anglais, et encore, je crois pas qu'il y ait des campagnes complètes, quoi qu'il arrive. Donc on verra bien, voilà. Euh, donc, on va se plonger sur le plateau de jeu pour voir les petites différences qui existent avec la première boîte de jeu, la première campagne qui était disponible il y a quelques années. Donc si ce jeu-là est déjà de 2016, l'autre devait être 2014 peut-être, quelque chose comme ça, de mémoire. Donc voilà, bon, on est encore sur des très très belles illustrations qui sont proposées par Paizo dans le cadre de Pathfinder. Et en plus, ça change, hein, on n'est plus sur quelque chose de classique, de quelque chose autour de donjons, voilà, de monstres classiques terrestres, hein. Dans la première campagne, c'était ça, c'était des gobelins, c'était des ogres, c'était des géants, c'était voilà, des bonnes vieilles créatures bien terrestres. Cette fois-ci, on change d'ambiance, on arrive vraiment dans un univers de piraterie qui est intéressant, parce que le jeu, du coup, va apporter des nouveautés. Et ça, c'est chouette. C'est chouette que ça soit pas juste une campagne et puis hop, on repart sur la même chose. Non, ce jeu-là apporte quelques nouveautés. Des nouveautés que je vais essayer de sublimer avec mes petits ajouts de règles, mais on va déjà voir ce que ça apporte de nouveau. Hop. J'ai commencé par déjà sortir l'ensemble des personnages qui sont proposés dans la boîte, parce que bah, je trouve qu'il y en a quand même pas mal. Et donc, ça fait du choix pour créer une équipe de joueurs. Euh, et on prendra le temps de les regarder et de pouvoir un peu ce qu'ils apportent. Est-ce qu'il y a des différences majeures dans leur gameplay? Et pourquoi pas s'amuser ensemble à créer une équipe qui se lancera dans la campagne. Voilà, j'ai envie qu'on fasse ça ensemble. J'ai envie de vous proposer voilà, de choisir des personnages pour constituer une équipe. Donc on va faire ça tranquillement. Voilà. On va dire qu'on va faire ça dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on va se pencher sur le jeu et ce que propose le jeu. Donc évidemment, un peu comme dans l'éveil du Seigneur des Runes, il y a une campagne
qui est proposé, Skull and Shackles, qui comporte 6 aventures. Donc là, on est encore vraiment dans ce que vous connaissez avec la première campagne. Donc une série de 6 aventures, donc ça va monter en puissance, évidemment, hein. Il y a des règles particulières à la campagne, on verra quand on s'en occupera. Je pense que c'est pareil, c'est un moyen de virer les cartes basiques, puis de virer les cartes élites au bout d'un moment. Et donc dans la boîte de base, en dehors de la campagne, hein, on a disponible une aventure d'initiation. Et première amélioration, on va dire, premier ajout qui est déjà très, très plaisant, je trouve, c'est que l'aventure de base, l'aventure voilà, basique, hein, on voit qu'il y a estampillé B dans le coin, qui s'appelle Pillage et Péril, eh bien, elle comporte 5 scénarios, donc elle est calibrée comme n'importe quelle aventure de la campagne. Je vous rappelle, la campagne donc, est composée de 6 aventures, et chaque aventure est composée de 5 scénarios. Voilà, ce qui fait 30 scénarios pour l'ensemble de la campagne, plus 5 pour s'initier au jeu, on va dire. S'initier au jeu, s'initier à l'univers de Skull and Shackles, qui est un peu particulier. C'est un univers, je vous ai dit, de piraterie. Piraterie, évidemment, dans un univers médiéval fantastique. Donc on va croiser tout un tas de monstres marins, de sorciers, poussés par, commandant des navires poussés par des vents infernaux, enfin, ce genre de choses, quoi, hein. On est un peu dans Pirates des Caraïbes, quelque part. Voilà. Donc, si vous aimez l'univers de la piraterie, bah, là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous amuser. Une aventure avec 5 scénarios. Ça, c'est chouette. Ça, c'est super. Ça, déjà, c'est le pied. Donc, évidemment, on commencera par faire ses premières aventures, ses premiers scénarios, pardon, gagner la première récompense avant de s'attaquer pleinement à la campagne. Voilà, première chose qui est très intéressante. Alors, autre ajout majeur, évidemment, puisque nous sommes dans un univers de pirates, et bien qui dit pirate dit évidemment bateau de pirates, bateau de pirates. Et le jeu nous propose des nouvelles cartes, un nouveau type de carte, ce sont les navires. Paf. Et donc on a tout un tas de navires qui sont classés par ordre de puissance. Voilà, ça c'est dans le coin gauche là. Donc par exemple ce bateau marchand, qui est le premier bateau sur lequel on va naviguer, est de classe 0. Voilà. Et après, dans le jeu, on va pouvoir rencontrer, affronter des bateaux pirates de toute taille, de toute forme, de toute puissance, et petit à petit les choper et pouvoir naviguer sur des bateaux de plus en plus performants au fur et à mesure qu'on avance dans la campagne. Donc, ils ont chacun des règles particulières, des règles d'attaque, des règles pour la réparation éventuellement, et ça, on aura l'occasion de revenir dans le détail. En tout cas, voilà une grande nouveauté, et qui est évidemment super thématique. Ce sont ces navires qui sont donc des moyens de transport pour se balader d'île en île, de lieu en lieu, sur le jeu, dans le jeu. La règle basique, la règle officielle, donc, nous dit que le joueur dans lequel c'est le tour, eh bien, est aux commandes du bateau, et quand il se déplace, il peut aller évidemment où il veut, comme dans la règle officielle, mais en plus, il peut amener avec lui tous les personnages qui sont dans sa région. C'est ça un peu le principe de base du navire. Et le navire est toujours suit quelque part le joueur principal, quoi. Voilà. Donc le joueur principal est toujours considéré comme étant un navire, à moins que celui-ci soit à l'ancre, ancré. Dans ces cas-là, c'est précisé dans les scénarios. Et s'il est à l'ancre, évidemment, là, les gens sont à pied. Voilà. Donc, ça facilite encore plus le déplacement, et notamment le déplacement du groupe. Voilà. Qui dit pirate, on a dit navire, mais dit aussi, évidemment, pillage. Pillage et cargaison à bloc remplis de trésors. Et donc, il y a une autre petite variation, petit changement dans le jeu, c'est qu'on a du magot, on a des trésors, on a une table de trésors, et en fait, petit à petit, au fur et à mesure des quêtes, des assauts sur des bateaux, on va remplir nos cales avec du loot. Et oui, messieurs,
messieurs, dames, du loot qui va venir dans notre bateau et qu'on va pouvoir à la fin du scénario regarder, découvrir, puisque le loot est toujours face cachée, on ne le voit pas, et il y a le plaisir à la fin du scénario de retourner ses cartes et de voir ce qu'on a réussi à choper, à piller, à voler. Et ces cartes évidemment peuvent nous servir à constituer nos paquets de héros. Donc ça, c'est une super invention aussi. Et cette liste de cartes de loot, évidemment, je vais m'en servir puisque j'avais déjà, moi, dans mes règles alternatives, j'avais déjà proposé une histoire de loot quand on rencontrait des monstres errants. Eh bien, écoutez, maintenant, j'ai la liste là, donc je vais m'en servir. Voilà. Euh, de l'autre côté, on a la liste des différents bateaux que nous avons en notre possession et on voit que le premier et le seul qui est coché au début, c'est le navire marchand que je vous ai montré tout à l'heure. Les autres navires de différentes classes, ça va de classe 0 à classe 7. Évidemment, on les cochera quand on les aura à notre disposition. C'est-à-dire que potentiellement, on peut se retrouver à la fin avec 10 ou 12 bateaux possibles pour commencer une aventure. C'est à nous de choisir celui qu'on souhaite. J'imagine qu'il y a des variations sur les règles et que bah, voilà, il y a certains qui peuvent sembler plus intéressants que d'autres en fonction des scénarios. Peut-être, on verra, on découvrira ça. Voilà on va dire les grandes différences dans le jeu, dans la structure du jeu. Donc on a les bateaux, les bateaux, le loot, les magots, enfin voilà, les trésors qu'on trouve, qu'on met dans la cargaison du navire, et la flotte qu'on va se constituer petit à petit. Voilà. En dehors de ça, on va dire que les règles sont globalement les mêmes. Alors il y a des règles spécifiques pour l'assaut et la bataille entre les navires pirates, hein, on est d'accord. Mais en dehors de ça, les règles sont les mêmes. On va avoir des régions avec des cartes différentes. Les cartes sont les mêmes puisque les jeux sont complètement compatibles, hein. On peut jouer complètement avec les héros de la première boîte dans cette boîte-là et vice-versa. Donc on a les mêmes types de cartes, les armes, les sorts, les armures, les objets, les alliés, les bénédictions, tout ça c'est la même chose. Il y a un boss qui se cache quelque part, des sbires qui l'accompagnent. On est exactement dans le même principe de jeu, donc d'isolation, d'isoler le boss et le retrouver, le coincer quelque part et en finir avec lui. C'est la même chose. Voilà, c'est exactement la même chose. Voilà, donc le jeu, on va pas être dépaysé complètement, hein. Voilà. Hop. Maintenant, on va voir ce qu'apportent les différents personnages et voir si du côté de ces personnages-là, justement, on va avoir un peu plus de nouveautés. Parce que peut-être que certains d'entre vous vont dire oui, bon d'accord, les bateaux, c'est sympa, ok. Bon d'accord, on a 5 scénarios au début, là c'est bien. Ouais, le loot, ok, c'est sympa, mais bon. Et quoi d'autre? Oui, on a envie d'être gourmand, évidemment, hein. Donc on peut se pencher sur les personnages, d'accord? Et je vais commencer par ceux qui sont là-haut, puisque voilà, on va les faire dans l'ordre, on va dire. Je les ai vraiment mis comme ça au hasard, hein. Et d'ailleurs, peut-être que vous en reconnaissez certains. Hmm. Alors je vais commencer avec Lyriane. Lyriane, voilà le premier personnage qu'on va étudier rapidement. Donc on voit que c'est une femme, demi-elfe, et elle est pistolier. Pistolier, et donc tout de suite, eh ben, on comprend qu'il y a des nouveautés au niveau des objets ou des armes, c'est qu'on va avoir des armes à feu. Armes à feu, il ne me semble pas, dans mes souvenirs, qu'il y ait des armes à feu dans la campagne de l'éveil du Seigneur des Runes. Il y a ici, oui, voilà, des armes à feu. Et donc celle-là, cette Lyriane, elle est spécialisée dans l'utilisation des armes à feu. Et ça, bah, ça change. Ça, pour le coup, ça change. Voilà, une autre façon de jouer. Voilà, le gunner, quoi, celle qui va utiliser ces cartes d'armes de tir. Et je vous propose qu'on aille voir tout de suite ce que ça donne concrètement avec cette Lyriane. Lyriane, la voilà. Hop. Alors Lyriane, on retrouve ses caractéristiques ici. Elle a un dé de 4 de force, elle a un dé de 8 de dextérité, mais elle a plus 3 à la distance. Donc on voit qu'elle, évidemment, se sert de l'attaque à distance, elle. Elle est constitution D6, donc moyenne. Par contre, elle a quand même un peu de vigueur, ce qui peut être intéressant. Elle a un D6 d'intelligence, qui n'est pas non plus fantastique. On va dire que c'est moyen, quoi. Mais... Et elle a
un dé de 12 en sagesse, ça c'est intéressant, avec une compétence de perception à +2. Et un dé de 6 en charisme. Voilà. Donc, grosse faiblesse sur la force. Et par contre, une bonne caractéristique d'attaque à distance. Mais avec un D8, c'est pas non plus un truc démentiel, quoi. On va dire un personnage assez équilibré, avec, de manière un peu surprenante, un gros D12 en sagesse. Alors qu'est-ce que ça implique derrière? Alors une taille de main de 4, donc on va dire qu'elle est plutôt résistante. Généralement, c'est comme ça qu'on se rend compte, puisque je vous rappelle que quand on prend des dégâts, on perd des cartes de sa main. Donc elle, de toute façon, elle ne peut pas perdre plus de 4 cartes, donc elle est assez résistante au niveau de ses points de vie, par rapport à quelqu'un qui va avoir 6-7 cartes, et qui peut perdre quasiment la moitié de son paquet sur une bataille vraiment ratée, quoi. Alors, elle peut monter à 5 cartes. Au niveau de sa formation, elle peut utiliser les armures légères et les armes. Et son pouvoir, eh bien allons-y. Son premier pouvoir, c'est écrit ça. Quand vous jouez une arme dotée de la propriété arme à feu, si vous devez l'enterrer ou la mélanger dans votre deck, vous pouvez la garder, à condition d'accomplir l'action demandée avec une autre carte de votre choix. Vous pouvez la garder à condition d'accomplir l'action demandée avec une autre carte de votre choix. Donc, ça veut dire que j'ai par exemple, je ne sais pas moi, un poignard. Eh bien, je peux enterrer ce poignard ou le mélanger dans mon paquet à la place d'enterrer ou de mélanger mon arme à feu. Voilà, donc mon arme à feu, je peux l'utiliser beaucoup plus souvent que tout le monde, puisque généralement, on se rend compte qu'une arme à feu, bah oui, c'est une fois, c'est un peu one shot, et après, bah, il faut la recharger, c'est compliqué, etc. Elle, c'est sa spécialité, donc elle peut bazarder d'autres cartes à la place. Ça, c'est bien. Et sinon, son deuxième pouvoir, vous pouvez choisir une carte de votre main. Hop. Vous pouvez choisir une carte de votre main et la mélanger à votre deck pour ajouter un dé de 4 à un test de combat qui se déroule dans une autre région. Donc là, on voit qu'elle peut tirer à distance et aider ses compagnons. Ça ressemble un peu au pouvoir qu'avait le rôdeur nain dans la première campagne. Voilà, donc elle peut attaquer à distance et donc aider les copains avec des bonus d'un dé de 4. Voilà, voilà le personnage, la première forme du personnage. Je ne rentrerai pas dans les détails pour l'instant sur les choix possibles futurs de l'évolution du personnage. Vous savez, on a des rôles à choisir. Pour l'instant, je me contente de voir ça. Voilà, donc là, on a une personne qui est spécialisée dans le tir avec ses armes à feu. Voilà. Spécialisée donc dans le tir à distance. Lyriane. Après Lyriane, on aura l'occasion, si on choisit Lyriane, de lire son texte. Et bien ici, j'ai quelqu'un que vous connaissez peut-être si vous connaissez la première campagne, c'est Lem. Lem qui est donc barde alphelin. Et donc c'est un des personnages qu'on peut utiliser, un personnage de soutien qu'on peut utiliser, qui était présent déjà dans la première campagne. Et là on se dit ouais bon, c'est dommage, on le connaît, etc. Bon, certes on le connaît, mais vous allez voir, il y a des différences, en tout cas si vous en rendrez compte, si vous connaissez, vous êtes familier du jeu évidemment, hein. Mais le personnage de Lem, eh bien, n'a pas forcément, et heureusement d'ailleurs, les mêmes caractéristiques dans Skull and Shackle que dans l'éveil du Seigneur des runes. Voilà, alors Lem, il a 4 de force, dé de 8 en dextérité, dé de 6 en constitution, dé de 6 en intelligence, donc tout ça c'est pas fantastique, hein. Par contre il a un peu d'artisanat, et il a de la connaissance, à +2. Il a un dé de 6 de sagesse, et il a son dé de 10 de charisme, avec la possibilité de lancer des sorts divins, de lancer des sorts profanes, c'est son truc à lui, il est capable de lancer tous les types de sorts possibles, et il est surtout très très fort en diplomatie avec son bonus de +3 au charisme. Alors, il faudra que je vérifie avec l'autre jeu hein, s'il y a vraiment des grandes différences. Il me semble que c'est pas tout à fait la même chose au niveau des caractéristiques. Et au niveau des pouvoirs, voyons, alors on voit tout de suite qu'il a une taille de main de 5, ce qui est déjà un petit peu plus fragile que le personnage précédent. Et il est formé aux armes, déjà dès le début de la partie. Par contre, il n'a pas de possibilité d'avoir d'armure, en tout cas pas tout de suite, il faut qu'il prenne ce pouvoir.
Pour ce qui est des pouvoirs, justement, la première chose qu'il a, c'est vous pouvez recharger une carte pour ajouter un dé de 4 à un test effectué par un personnage dans votre région. Alors ça, c'est exactement le pouvoir qu'a Lem dans la première boîte. J'espère qu'il ne me fera pas mentir. Deuxième pouvoir, quand vous devez recharger une carte, vous pouvez la mélanger dans votre deck. Alors ça, franchement, ça ne me dit rien du tout. Quand vous devez recharger une carte, vous pouvez la mélanger dans votre deck. Ça, c'est super, ça. Pour un lanceur de sorts, c'est génial quand même, hein. Je vous rappelle qu'il peut lancer des sorts profanes et des sorts divins. Donc, s'il lance un sort de soin, par exemple, il récupère son sort de soin parce qu'il a réussi à faire son test de recharge. Et bien, à la place de le mettre au fond du paquet, ce qui est déjà, on va dire, mieux que le mettre dans la défausse, bah lui, il le mélange. Donc, ça veut dire qu'il va être automatiquement plus haut dans le paquet. Il va revenir plus vite, normalement. Voire quasiment, avec un peu de chance, il peut revenir tout de suite. Ça, c'est costaud comme pouvoir. Et dernier pouvoir, troisième pouvoir, vous gagnez la compétence mêlée, dextérité plus 1, lors de votre test, s'il dispose de la propriété finesse ou s'il est effectué contre une carte disposant de cette propriété. Voilà, alors ça du coup, on commence à avoir des spécificités, on va dire, liées à la marine, puisque la propriété finesse, qui existe, hein, il me semble déjà dans la première campagne, là va être beaucoup plus développée. Donc on va utiliser des armes beaucoup plus fines, évidemment, hein, du genre la rapière, ce genre de choses, quoi. Et donc on voit que notre ami Lem, eh ben, il est capable de se battre en mêlée, et de manière surprenante, avec la dextérité. Dextérité plus 1. Ce qui est intéressant. Il a combien? Il a un D8 quand même, hein. Voilà. Mais il faut pour ça qu'il ait finesse dans ses cartes, ou alors qu'il attaque une carte qui dispose de cette propriété. Alors ça, c'est les différences, hein. Ça, il n'y a pas évidemment dans la boîte de la première campagne. Voilà Lem, le barde, donc un personnage, on va dire, de soutien grâce à ses bonus de D4 qu'il donne dans la région, et ça pour n'importe quel type de test, hein, il me semble, hein. À un test, hein, c'est écrit ça, ou Witch, Witch, ouais. À un test effectué par un personnage dans la région, donc n'importe quel type de test. Donc ça, c'est vraiment du soutien pur. Voilà. Il est capable de lancer des sorts, des sorts de magicien, des sorts de prêtre. Alors, on n'a pas vu ça avec l'autre personnage d'ailleurs, hein, la liste de cartes de base. On voit qu'il a 3 sorts au début, hein, donc il va falloir qu'il fasse des choix quand même. Et sinon, des bénédictions, 4 alliés, 2 objets, 2 armes, c'est assez équilibré. Bon, pas d'armure évidemment, hein. C'est un peu logique au début. Voilà. Voilà pour l'M. Intéressant. Intéressant. Voilà, est-ce qu'il aura grâce à vos yeux? On verra ça plus tard. Alors on enchaîne avec un troisième personnage. Celui-là, il est cher à mon cœur, c'est Ranzak. Ranzak, c'est un pillard gobelin. C'était la première fois, la première chance de pouvoir jouer un gobelin dans le jeu. Et ce personnage-là est un personnage promotionnel qui est sorti en fait bien en amont de la sortie du jeu. Je l'ai eu, je sais plus de quelle manière exactement, mais en tout cas je l'ai eu alors que j'avais pas encore la boîte et je m'en étais servi pour jouer aussi, pour faire quelques parties dans la première campagne en fait, hein. Voilà, la première campagne de l'éveil du Seigneur des Runes, puisqu'il y avait beaucoup de gobelins dans cette campagne-là. Donc là, voilà, on a un gobelin pirate et ça, je trouve ça génial. C'est un gobelin pillard. Voilà, qui a sa propre histoire et vous allez voir qu'il a ses propres pouvoirs et sa propre façon de jouer qui est rigolote. On va regarder ça de plus près. Ranzak. Alors, Ranzak, lui, il est pas très fort, hein. Il a un dé de 4. Il est assez dextre, puisqu'il a un dé de 10, et il peut faire du sabotage à plus 1. Donc sabotage, c'est pour quoi déjà? Ça doit être pour désamorcer les pièges ou un truc comme ça. Discrétion, il a plus 1 aussi. Après, il a un des 12 de constitution, donc hein, c'est un gobelin, il est costaud, il peut prendre des baffes. Hein, vous savez, c'est le gobelin, c'est la créature qui a le point de vie éternel, quoi, celui qui ne peut jamais mourir. Lui, c'est un peu ça. Il a constitution plus 1, donc avec la compétence de vigueur aussi. Par contre, après, vous avez vu ses caractéristiques, c'est D de 4 en intelligence, D de 4 en sagesse, mais avec un plus 3 en survie quand même. Donc on voit vraiment que c'est le gars qui essaye quand même de ne pas crever, quoi,
de s'accrocher à la vie désespérément. Et un D6 de charisme. Voilà, donc on va dire qu'il est pas mal pour des attaques à distance plutôt. On va lui privilégier ça chez lui avec son D10. Et puis derrière, bah, on se demande un peu à quoi il va servir. Alors, on va regarder. Alors, au niveau de sa taille de main, on voit que il a 7 cartes. Donc il a tout un panel de choix au niveau de ses cartes, ça c'est chouette. Par contre, ça lui donne évidemment une sacrée fragilité, puisque voilà, c'est pareil, hein, s'il se prend une grosse baffe et qu'il perd 7 cartes, ben voilà, sur les 15, il en reste plus que 8, ça craint. Il est formé aux armures légères et aux armes, donc il peut se battre, hein, pas de souci. Et donc là, on va voir que c'est le roi de la couardise, puisqu'il a un pouvoir qui dit ceci. Si un autre personnage se trouve dans la même région que vous, vous pouvez échapper à un fléau. Un autre personnage aléatoire de votre région s'y confronte à votre place. Voilà. Donc il est avec, je sais pas moi, avec Valeros par exemple, il rencontre un dragon, voilà. Et bien il peut choisir de se cacher dans les jupes de Valeros, grosso modo, et le dragon va se diriger sur un des héros qui reste, donc là par exemple Valeros, dans mon exemple il était tout seul, et c'est Valeros qui doit se le taper. Donc on voit que s'il est solitaire, il va prendre des gros risques, mais s'il est accompagné d'autres personnes, il va plutôt être protégé. Par contre, il va apporter des ennuis aux autres, quoi. Donc ça, déjà, je trouve ça plutôt chouette et rigolo. Et puis, son deuxième pouvoir est quand même chouette aussi. Ajoutez un dé de 4 à votre test d'acquisition contre une aubaine. Donc, n'importe quelle aubaine qu'il rencontre, une hache, un sort, je sais pas moi, une armure, un allié, il aura toujours un dé de 4 pour réussir, pour tenter de choper l'aubaine. Ça, c'est rigolo. Alors, il n'a pas toujours des bons dés pour le faire, hein. Dé de 4 d'intelligence, par exemple, dé de 4 de sagesse, c'est pas top, tout ça, mais il a toujours son petit bonus d'un dé de 4 qui peut être augmenté avec un +1 si on veut. Et ça, c'est rigolo. Et effet bonus du loot, parce qu'on voit tout à fait bien que c'est vraiment un pillard, quoi. Son dernier pouvoir, c'est ceci. Quand vous acquérez une aubaine, à votre tour, donc que ça soit parce qu'on lui en donne une, enfin on lui en donne une, parce qu'il la gagne d'une manière, je sais pas, variée, hein, ça peut être parce qu'il réussit un test ou d'une autre manière, et bien il lance un dé de 6, et s'il fait un 4, 5, 6, donc c'est-à-dire une chance sur deux, il explore la région. Voilà. Et ça, on voit que c'est pas, il n'a pas le choix en fait, hein. Voilà, c'est un fou de fouille. Donc s'il chope un objet ou une arme, n'importe quoi, et qu'il doit lancer un dé, et il a une chance sur deux de continuer à explorer. Peu importe qu'il soit faible ou quoi que ce soit, il va continuer à explorer. Donc c'est un creuseur de deck, lui, hein. Lui, il va creuser, 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 donc c'est un très bon explorateur, à ses risques et périls, ou au risque et péril surtout des compagnons qui l'accompagnent. Ils sont avec lui, des compagnons qui l'accompagnent, comme c'est joliment dit. Voilà, donc ça c'est Ranzak. Ranzak, il est rigolo, il est chouette, c'est du pirate. Voilà. Donc celui, bah, on peut l'avoir dans un groupe, hein, mais faut du costaud avec, on va dire, hein. Ou alors faut être un peu fou. Et quand on est pirate, on est un peu fou, non? Sa liste de cartes est assez rigolote aussi, puisque on voit qu'il a 4 armes, un sort, on se demande ce qu'il faut avec un sort, une armure, 4 objets, un allié et 4 bénédictions. Voilà, donc il se balade avec des sorts, hein. Des sorts qu'il est incapable de recharger, hein, puisqu'il n'a pas de compétences ni de divin, ni de profane. En fait, c'est des parchemins, il se balade avec des parchemins. C'est le gars qui se balade avec plein de trucs, en fait, hein. Il a tout le bazar possible, imaginable qu'il trouve par terre, il le garde et il s'en sert, quoi. Voilà, donc dès le début de la partie, vous pouvez lui donner un sort sympa, hein. Il peut avoir un sort de soin, par exemple, puis avoir, je sais pas moi, euh, des petits gadgets comme ça qui sont cool, mais on sait qu'il s'en servira qu'une seule fois, et après, bah, à la partie suivante, il devra en rechoper un, soit disponible dans les cartes qui ont été lootées par les autres ou par lui-même. Voilà, par exemple. En tout cas, il a un sort, c'est rigolo. Une armure, on a dit, et donc quand même pas mal d'objets. Voilà, c'est un peu le couteau suisse, d'une certaine manière. Couteau suisse pilleur. Voilà. Ranzak. On passe à un quatrième personnage, qui est un peu particulier aussi. Donc là, on voit qu'il y a déjà du changement quand même, hein, depuis, à part l'Em, on va dire, entre Lyrian et Ranzak, c'est pas du tout le même gameplay proposé par les personnages de la première boîte.
Et là, on arrive sur quelque chose d'un peu différent aussi. C'est, alors on va essayer de prononcer le nom de manière correcte, Celtiel, voilà, qui est donc un demi-elfe Magus. Magus. Alors qu'est-ce que c'est que ça, un Magus? Me direz-vous? Eh bien, un Magus, c'est quelqu'un qui est capable de se battre à l'épée et de lancer des sorts de magicien. Celtiel, il a force D8 avec mêlée plus 3, donc c'est un bon bretteur. On est presque au niveau du Valeros de la première boîte. Il a D6 en dextérité, D8 en constitution, ce qui n'est pas mauvais, hein, D8 en intelligence, avec profane plus 3. Donc c'est un très bon lanceur de sorts aussi. Et il a un peu d'artisanat, ce qui va lui permettre différentes choses dans le jeu aussi. Sagesse un dé de 4, c'est sa faiblesse. Il est un peu fou, voilà, il va foncer au combat un peu sans trop réfléchir. Il n'a pas peur, il fonce vers le danger. Et il a un D6 de charisme, ce qui est assez classique. Voilà. Alors, il a une main de 5, ce qui est pas mal. Il donne un peu de choix quand même dans ses actions. Et ça le protège un petit peu s'il a des gros déboires au niveau des combats. Sinon, il est formé aux armures légères, il est formé aux armes, et on va voir un peu ce que donnent ses pouvoirs. Donc, choisissez une arme dépourvue de la propriété de main. Alors, on voit que le Magus, lui, son truc, c'est les armes à une main, et un sort doté de la propriété attaque. Quand vous jouez l'une de ces deux cartes lors de votre test de combat, vous pouvez recharger l'autre ou l'améliorer de votre dex accessible s'il l'améliore, pour ajouter un dé de 6 et la propriété de cette carte à votre test. Et la propriété de cette carte à votre test. Voilà, donc ça c'est intéressant. Ça peut créer des combinaisons qui peuvent être intéressantes selon les monstres en face, selon ce qu'on a à faire. Donc on combine un combat d'épée, ou autre chose, hein, une arme à une main, et un sort. Voilà. Donc on va recharger le sort par exemple, et ajouter un dé de 6 pour le combat. Ou alors, on peut recharger l'épée. Voilà. Et on ajoute les propriétés. Par exemple, je sais pas, l'épée avait finesse, par exemple. Et, bien, et en face, on a un monstre qui est sensible aux attaques de finesse. Et ben voilà, là, on obtient, grâce au sort et à l'épée, on obtient les propriétés qui nous intéressent. Donc c'est un combo de combat au corps à corps et d'armes. Et de sorts, pardon, de sorts d'attaque. Et autre pouvoir, hein, avant de réinitialiser votre main, vous pouvez tenter de recharger un sort de votre défausse. Donc lui, si ces sorts ils sont bazardés, il a toujours la possibilité de les récupérer dans son deck, de se guérir de ses sorts quelque part. Voilà. Donc le Magus, c'est une sorte de guerrier magicien, hein, avec une affinité assez forte avec la magie, puisqu'il peut récupérer ses sorts un peu plus facilement qu'un magicien classique. Voilà, un combo entre un magicien et un guerrier, intéressant, voilà, original, assez classe, parce que le personnage est quand même chouette, je trouve. Il a un côté un peu sinistre. On sent que, bon, voilà, faut pas trop l'emmerder quand même. Voilà. C'est Celtiel. Oh, on va passer sur du lourd. Du lourd. Avec Olok. Olok, c'est un prêtre combattant demi-orc. Donc une fois de plus, là on est sur une sorte de combo. Hein, on n'a pas le prêtre classique. C'est pas un guerrier classique non plus. C'est un cheval entre les deux. Mais c'est pas non plus un paladin. Parce qu'un paladin, généralement on appelle ça, voilà, c'est pareil, une espèce de guerrier prêtre. C'est pas tout à fait la même chose. Et puis il a une allure un peu démentielle avec son épée géante là. On se demande comment il peut aller sur des bateaux, celui-là. Mais pourquoi pas. C'est Olok. On va voir son style de jeu. On va voir si ça peut nous intéresser, ça peut nous plaire. Alors, Olok, qu'est-ce que tu as à nous proposer, monsieur Olok? Hop. Hop là. Alors, Olok, il a évidemment, on s'en doute un peu, une force avec un D12 et avec une mêlée plus 1. Voilà.
C'est pas un bretteur exceptionnel, mais il compense ça avec une grosse force. Il a un D4 de dextérité. On voit bien que sur un bateau, il risque de tomber à l'eau. Il a un D8 de constitution avec une grosse vigueur d'orc, quoi, hein, constitution plus 3. Et il a une intelligence avec un D4. C'est pas un malin. Et une sagesse avec un D8. Et on voit qu'il a la compétence de divin, donc il peut en effet lancer des sorts de prêtre. Sagesse plus 2, c'est quand même pas mal. Donc un combo entre force et divin, à la manière d'un paladin, mais je pense qu'il n'a pas tout à fait le même type de pouvoir. Une main avec 4 cartes, formée aux armures de tout type et aux armes, ça semble logique. Et ses pouvoirs sont ceux-ci. Quand un autre personnage tente un test, vous pouvez exposer autant de bénédictions et d'armes que vous le voulez. Pour chaque carte exposée, il ajoute 1 à son test. Remettez les cartes exposées dans votre main avant de la réinitialiser. Quand un autre personnage tente un test, voilà. Si vous avez 2 bénédictions en main, vous pouvez les montrer. L'exposer, c'est ça, hein, c'est les montrer. Et une fois que le test est... Et on a plus 1, donc la personne qui fait le test a plus 1. Hein. Ça ne peut pas être lui, hein, c'est bien un autre personnage. Et il peut être n'importe où. Sur sa région, dans une autre région. Voilà. On remet les cartes exposées dans la main avant de la réinitialiser. Donc la main, réinitialiser la main, ça veut dire de repiocher autant de cartes qu'il faut pour revenir à la taille de main initiale, quoi. Ce qui est intéressant, j'imagine, si par exemple il a joué des cartes, par exemple, imaginons, il a des bénédictions, il en a joué une vraie, là, qui donne un dé à quelqu'un. Donc il n'a plus que 3 cartes en main, imaginons. Il y a un autre personnage qui fait un test, il expose une carte, qui est donc plus 1, il récupère sa carte, et en plus, il réinitialise, donc il va repiocher pour revenir à sa carte, à sa main de 4. Donc, quand il commencera son tour, il aura bien 4 cartes. C'est comme ça que je le comprends. Donc c'est des sortes de soutien encore, hein. Là, c'est du soutien clair pour tout type de test, avec des bonus liés aux armes qu'il a en main, et aux bénédictions. Et deuxième pouvoir, au lieu de faire une première exploration à votre tour, vous pouvez révéler une bénédiction ou une armure et choisir un personnage de votre région. Alors, oui, je vois qu'il y a une petite précision à faire. Là, on voit le terme révélé, et tout à l'heure, on a vu le terme exposé. Alors, le terme exposé, en fait, c'est-à-dire qu'il faut poser la carte sur la table. Hein. Elle sort de la main le temps du test. Alors que révélé, on la montre juste et elle revient tout de suite, immédiatement, dans la main du personnage. Donc là, on voit qu'on peut révéler une bénédiction ou une armure et choisir un personnage de la région. Et on mélange un dé de 4 cartes aléatoires de sa défausse dans son deck, puis on jette la carte révélée. Ok, donc là, on comprend qu'il peut guérir des personnes de sa région grâce à ses armures ou ses bénédictions. Donc, petit résumé, grâce aux bénédictions et aux armes, il peut aider les joueurs, peu importe où ils sont, avec des bonus à l'attaque, et en même temps, il peut réinitialiser sa main. Et, deuxième chose, grâce aux armures et aux bénédictions, ça c'est rigolo, hein, il peut guérir des personnes de sa région. Et a priori, vu la terminologie, je pense qu'il peut le faire sur lui. Et choisir un personnage de votre région, c'est pas un autre personnage, donc il peut se guérir lui-même, pas de souci. Et par contre, il jette la carte qui a été révélée. Donc on voit que c'est un soigneur, c'est un soutien, et c'est un guerrier. Hein, parce qu'il a quand même des 12 au combat. Bon, c'est assez complet, hein. Pas mal, il est pas mal. Il est pas mal, Olok. Et là, on a, pareil, une autre façon de jouer un personnage. Il a 4 armes, 2 sorts, 3 armures, un objet et 5 bénédictions. Ce qui est pas mal. 5 bénédictions, c'est intéressant. Ouais, elle est pas mal le Holok. Ouais, c'est une brute, quoi. Une brute, mais liée au dieu, quoi. Voilà. Ok pour Holok. Hop. Alors là, on la connaît pas, celle-là, on sait pas qui c'est. Mérisiel. On connaît pas.
Mais non, évidemment, Mérisiel, c'est un des personnages de la boîte aussi de la première campagne. C'est une roublarde. On voit qu'elle fait encore son apparition dans cette campagne, Mérisiel, héroïne de Point de Sable. Et on va voir tout de suite si elle propose un gameplay un peu différent de ce qu'on a connu avec elle dans la première campagne, une fois de plus. Mérisiel, donc c'est un roublard, une roublarde, qui a un dé de 6 en force, un dé de 12 en dextérité, avec acrobatie plus 2, sabotage plus 2, discrétion plus 2. Ça ressemble à ce qu'elle avait déjà dans la campagne précédente. Un dé de 6 de constitution, un dé de 6 d'intelligence avec plus 2 à l'artisanat, un dé de 4 de sagesse, un dé de 8 de charisme. Voilà. Assez classique, on va dire assez on va dire moyen dans les caractéristiques, avec un gros bonus à la dextérité. C'est un elfe qui peut sauter dans tous les sens et qui va donc privilégier les attaques à distance. Elle a 5 cartes en main. Elle est formée aux armes légères, aux armures légères et aux armes. Non, pas aux armes au début. Donc elle va utiliser des armes moins complexes. Et ses pouvoirs, elle peut échapper à votre confrontation. Alors ça, c'est exactement le même pouvoir qu'elle avait dans la première campagne. Si vous êtes le seul personnage présent dans votre région, vous pouvez recharger une carte pour ajouter un D6 à votre test des combats. Ça, c'est un pouvoir qui ressemble à celui qu'elle avait dans la première campagne, qui est un peu moins fort, puisque dans la première campagne, elle pouvait aussi, non pas recharger la carte, mais elle pouvait aussi la jeter. Dans ce cas-là, elle avait non pas un dé de 6, mais deux dés de 6. Là, on voit qu'il a été un peu nerf le pouvoir. Et la dernière ligne, on voit vous gagner la compétence mêlée, dextérité plus 1 lors de votre test. Il dispose de la propriété finesse, ou s'il est effectué contre une carte disposant de cette propriété à la manière de l'EM. Elle peut aussi se servir d'armes de mêlée avec dextérité plus 1, ce qui est quand même intéressant pour elle, mais si ce sont des armes fines, donc pareil, rapière, etc., Mérisiel, elle va les maîtriser, je pense, facilement. Donc là, je pense que c'est ça qui donne un peu une spécificité un peu plus liée à l'univers pirate. Au niveau de ces cartes, 3 armes, une armure, 5 objets, 2 alliés, 4 bénédictions. Pareil, ça ressemble à peu près à ce qu'elle avait dans la première campagne, il me semble. Voilà Mérisiel. Mérisiel, la roublarde. Voilà, donc si on veut avoir quelqu'un de très fort au niveau dextérité pour faire ce genre de tout ce qui existe en dextérité, acrobatie, sabotage, discrétion, elle est au top. Après, allez, un nouveau personnage, nouveau design aussi, enfin voilà, ça on ne connaissait pas du tout. C'est Ala, Ala Azra, voilà, j'ai réussi. Ala Azra, voilà, une superbe créature qui est une oracle humaine. Ala Azra, donc sans doute une lanceuse de sorts. Hein. Voilà. Et là on va voir aussi ce qu'elle nous apporte, parce que pour l'instant, à part le Magus, et éventuellement l'Em, on n'a pas eu de vrai lanceur de sorts pur jus, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose à la Azra? À la Azra, sans surprise, elle a un dé de 4 de force, un dé de 4 de dextérité, donc là elle est vraiment faible au niveau des capacités physiques, un dé de 6 de constitution, c'est pas top non plus, un dé de 6 d'intelligence, bon voilà, elle n'est pas non plus très intelligence, on se rapproche peut-être plus d'une sorte de sorcière peut-être. Elle a une connaissance plus 2 quand même. D8 en sagesse, D12 en charisme, et on voit qu'elle a divin, divin plus 2. Donc non, non, ce n'est pas une lanceuse de sorts dans le sens magie, hein, magie profane, c'est une lanceuse de sorts divin. Voilà. Oui, évidemment, on aurait pu s'en douter d'ailleurs, hein, c'est moi qui dit n'importe quoi. Une oracle, ouais, bien sûr. Et ouais, ça fait penser un peu à une personne qui a des contacts, des liens privilégiés avec les divinités. Alors, taille de sa main 6, elle est formée à rien du tout, ni armure, ni arme. D'ailleurs, elle ne peut pas du tout se former aux armes, jamais, quoi. On voit qu'elle n'a pas ça en option. Et ses pouvoirs, voyons, je suis curieux de savoir ce qu'elle peut faire. Vous pouvez recharger une carte dotée de la propriété divin pour examiner la première carte de n'importe quel paquet de région. Ok. Donc,
un vrai pouvoir de divination. Pour ça, un sort divin, un objet avec la capacité divin, il vous faut le mot-clé divin, elle la recharge et elle va aller regarder en avance un lieu. Et ça, elle peut le faire n'importe quand, hein. Elle peut le faire pendant le tour de quelqu'un, elle peut le faire plusieurs fois si elle veut, il n'y a aucun souci. Intéressant. Deuxième pouvoir, à la fin de votre tour, vous pouvez jeter une carte dotée de la propriété divin, donc cette fois-ci elle la jette, elle ne la recharge pas, pour ajouter à votre main une carte dotée de la propriété divin issue de votre défausse. D'accord, donc là elle peut intervertir des cartes entre sa main et sa défausse, des cartes de divin, quoi. D'accord, donc ça met un peu plus on va dire, un peu plus trier sa main, la rendre un peu plus performante. Dernier pouvoir, si votre test de combat dispose de la propriété attaque, ajoutez-lui 2. D'accord, donc elle peut avoir, évidemment, en tant que lanceuse de sorts divins, elle peut avoir des sorts d'attaque. Je pense par exemple au sort de blessure, au sort lumière, je sais plus quoi, lumière divine, un truc comme ça. Donc elle a plus 2. Elle a plus 2 sur ses attaques, sur ses sorts de combat, quoi. Donc ça lui fait un divin plus 4 en fait, quand elle attaque avec ses sorts divins. Pas mal. Ah, ouais, intéressant. Ouais, bien. Ala Azra. Féminin, humain, oracle. Ok. Donc là, on est face à une sorte de prêtresse, quelque part. Ok. Et ces cartes, peut-être vite fait. 5 sorts. Donc pas d'armes, pas d'armure. Sans surprise. 2 objets, 3 alliés et 5 bénédictions. Euh, Pas mal. 5 sorts, c'est pas mal. 5 sorts, c'est bien. Elle peut, du coup, dès le début de la campagne, se mettre quelques sorts d'attaque, histoire qu'elle puisse se défendre, quoi. Et en plus, on imagine que si, par exemple, elle lance un sort d'attaque, elle n'arrive pas trop à le recharger, etc. Ou elle peut aussi choisir de ne pas recharger un sort. Ça, c'est un truc qu'on peut faire, hein. Par exemple, je lance un sort de combat, style blessure. Ok, et là, je choisis de ne pas le recharger. Donc, je le balance dans ma défausse. Et ben, elle peut, on a vu, échanger et récupérer son sort de blessure pour bazarder un sort divin qui l'intéressera moins, par exemple. Voilà, ça, c'est des stratégies possibles pour qu'elle puisse garder en permanence des sorts d'attaque, par exemple. Voilà. À la Azra. Alors, on attaque la dernière ligne de nos personnages. Et cette fois-ci, nous allons faire la connaissance avec Feya. Feya, c'est une sorcière humaine. Ah, bah, voilà notre lanceuse de sorts profane. Euh, Assez sinistre aussi, d'une certaine manière. Assez sexy aussi, hein. Et on voit qu'elle a un petit renard. Peut-être qu'elle aurait des pouvoirs un peu comme la Druides pour maîtriser les animaux, peut-être, je ne sais pas, on va voir. La sorcière Feya. Alors, Feya, Feya, Feya. Hop là. Alors, voyons. Feya, elle a un dé de 6 en force, un dé de 4 en dextérité, un dé de 6 en constitution, un dé de 12 en intelligence. Donc là, on est clairement sur quelqu'un qui va performer son intelligence avec profane plus 3, artisanat plus 2, connaissance plus 2. Ouais, donc là, c'est la vraie magicienne. Euh, mais peut-être magicienne un peu de la nature, je sais pas, on va voir ça. Sagesse D6, pas top. Et charisme D8, ce qui est pas mal aussi. 6 cartes dans sa main. Donc là, on est sur comme les lanceurs de sorts, assez classique. Et au niveau de ses pouvoirs, ça nous dit ceci. Quand un personnage de votre région effectue un test pour acquérir un sort ou vaincre un monstre, vous pouvez recharger une carte pour réduire la difficulté du test de 1, plus le numéro d'aventure de la carte rechargée, le cas échéant. Alors, un personnage de votre région, donc c'est elle aussi, hein. Quand un personnage de votre région, c'est pas marqué un autre personnage, donc elle peut l'appliquer à elle-même. Donc si elle essaie de choper un sort, par exemple elle ou un copain, ou friter un monstre, elle peut recharger une carte. Une carte.
Et si cette carte, par exemple, vient d'une aventure ultérieure, enfin, je sais pas, une aventure de la cinquième aventure, par exemple, elle enlève 6, hein. Donc on a 5 et 1, 6 au test de difficulté. Donc c'est une sorcière, donc thématiquement, je trouve qu'en fait, elle doit essayer de lancer, elle doit faire une espèce de malédiction, hein, qui accompagne ses attaques, qui lui permet de réduire la difficulté, réduire la défense des adversaires. Ou alors elle peut ensorceler pour essayer de choper, de comprendre les sorts plus facilement. Intéressant. Ou pareil, une fois de plus, hein, pas que pour elle, hein. Donc elle est en soutien aussi, elle apporte un soutien aussi à ses compagnons sur les zones, ça c'est pas mal. Intéressant. Et deuxième pouvoir, vous pouvez jeter un allié doté de la propriété animale, ah oui, ben là voilà, pour renvoyer un sort de votre défausse dans votre main. Ok, alors bon, c'est pas un druide, hein, parce que elle les sacrifie, hein. Donc quelque part, elle le tue, ou voilà, elle le jette en tout cas, et ça lui permet de récupérer un sort de sa défausse. D'accord. Donc une magicienne, une sorcière, donc avec des pratiques un peu particulières de malédiction et de sacrifice. Et au niveau de ses cartes, elle a 6 sorts, 2 objets, 3 alliés et 4 bénédictions. 4 bénédictions, c'est bien, hein. Je vois par exemple la différence avec un. Comment il s'appelait déjà le magicien? Je ne me rappelle plus du magicien de la boîte de la première campagne. Il avait plus de sorts que ça, je crois. Par contre, il avait 0 bénédiction. C'est pas mal les bénédictions quand même, hein. C'est assez versatile, ça permet d'explorer, ça permet de faire des meilleurs jets. Donc ça en fait un personnage intéressant. Ouais, une vraie lanceuse de sorts, pas mal. Ça va être dur, hein, de faire un choix, hein. Très dur. Allez, on continue avec Jirel. Jirel, c'est une humaine, non, une demi-elfe, breteur. Et on voit qu'elle a une superbe rapière à la main. Donc là, c'est vraiment je pense que c'est vraiment le pirate par excellence, quoi. Jirel. Alors, on va être plutôt dans une classe guerrière, j'imagine. Voyons ce que nous propose Jirel. Est-ce qu'elle va nous séduire? Jirel. On voit sa tête un peu là. Ouais, pas mal. Un petit air coquin, on va dire. Alors, des 6 à la force, des 10 à dextérité avec acrobatie, des 6 à la constitution avec vigueur, hein, plus 2, donc résistante physiquement quand même, hein. Des 4 à intelligence, c'est pas. Voilà. Elle est concentrée plutôt sur la sagesse et la survie, et le charisme des 8. D'accord. On voit qu'il n'y a pas aucune compétence de mêlée ni de distance, hein. Alors 5 cartes en main, armure légère, arme, ok. Et donc, elle gagne la compétence mêlée dextérité plus 2 lors de son test si il dispose de la propriété finesse ou s'il est effectué contre une carte disposant de cette propriété. On a déjà vu ce pouvoir pour Lem et pour Mériziel, mais celui-là est un peu plus fort. Il me semble que là, c'est dextérité plus 2. Donc, elle a mêlé quand même, mais seulement avec des armes de type finesse. Voilà, et dans ce cas-là, ça lui fait un des 10 plus 2. Ok. Et donc voilà, le deuxième truc, si votre test dispose de la propriété Flibuste, vous pouvez relancer un jet de dés. Vous pouvez relancer un jet de dés. Vous devez conserver le deuxième résultat. Ah, intéressant aussi ça. Elle a une relance possible sur son test. Sur son test. Si votre test dispose de la compétence de la propriété Flibuste, donc ça peut être un test d'attaque ou autre, à partir du moment où il y a cette propriété, donc ce mot-clé qui apparaît sur les cartes qu'on utilise. Une relance, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein, on imagine qu'elle a une arme de flibuste, alors je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, on verra ça dans le jeu. Eh ben, elle peut s'attaquer déjà avec un bon dé, des 10, etc., avec des bénédictions, etc. Et paf, si ça lui plaît pas, s'il y a un souci, elle peut relancer sans avoir à dépenser quoi que ce soit, hein, ni recharger une carte, ni jeter une carte. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal.
Ça lui donne pas mal de chances de toucher ses adversaires, je trouve. Les dégâts structuraux de votre navire sont réduits de 1. Ah, bon, alors on est vraiment sur du pirate, c'est-à-dire qu'elle, en plus, elle sait très bien se battre face aux pirates, aux autres vaisseaux, puisqu'elle réduit les dégâts des adversaires de 1 point. Les dégâts structuraux sont les dégâts que peuvent encaisser les bateaux, évidemment, vous l'avez compris. D'accord, donc là on a vraiment le personnage pirate. 4 armes, une armure, 2 objets, 3 alliés, 5 bénédictions. C'est assez moyen, enfin pas moyen dans le sens pas bien, hein, mais plutôt bien réparti on va dire. 3 alliés, 2 objets, 5 bénédictions, 4 armes. C'est bien qu'elle ait 4 armes. Ok, Jirel. Donc là on a notre combattante on va dire. Hein. Alors c'est pas la seule, hein. On avait déjà Lyriane qui tire à distance, on avait le Magus qui fait ça aussi, Moloch, ou pas Moloch, Olok qui le fait aussi. Voilà, Jirel c'est un autre style, c'est plutôt voilà, arme fine. Hop. Lini. Lini, bah là voilà notre druidesse. On a aussi notre petite druidesse, c'est un personnage que j'affectionne tout particulièrement. Et Lini, elle est aussi disponible dans la première campagne, et là, elle vient proposer ses services sur les bateaux pirates aussi. Lini, la petite druide. Alors voyons si elle dispose des mêmes pouvoirs que lors de la première campagne. Lini, gnome druide, elle a une force au D4, une dextérité au D6, une constitution au D8 avec vigueur plus 2. Je n'ai pas souvenir qu'elle avait ça. Intelligence D6, sagesse D10 avec plus 2 au divin, puisqu'évidemment elle lance des sorts divins, et plus 2 en survie. Charisme D8. D'accord, ça me semble assez proche, pareil, de la première campagne. Je dois des petites différences quand même. Taille de la main 5, ça il me semble que c'est pareil. Formé à aucune chose au début, ni armure légère ni arme. Il faudra qu'elle acquiert ses pouvoirs. Et sinon, quand vous jouez un allié doté de la propriété animale, si vous devez le recharger, le jeter ou l'enterrer, pour utiliser un pouvoir, vous pouvez à la place le mélanger dans votre deck. Oh, c'est bien ça, hein. Donc là, on n'est plus sur de la recharge, et en plus, on n'est pas seulement sur un pouvoir de recharge. Il me semble que dans le personnage, il devait jeter. S'il jetait un allié animal, et seulement s'il le jetait, il pouvait le recharger. Là, ça marche pour recharge, jeter, enterrer. Et non seulement il va dans le paquet, mais c'est un paquet mélangé. Donc il a aussi des chances de revenir plus facilement à la surface du deck. Et ça, c'est un pouvoir qu'elle n'avait pas, qui a évolué entre les deux campagnes. Deuxième chose, vous pouvez jeter une carte pour utiliser un des 12 au lieu de votre dé de force ou de dextérité. Donc on peut jeter n'importe quelle carte pour se transformer. En fait, pour moi, en fait, elle se transforme en ce fabuleux tigre. Hein, parce que les druides ont cette capacité-là dans les jeux de rôle Pathfinder ou Donjon Dragon, des pouvoirs de métamorphe. Et donc quand elle est sous cette forme-là, ça lui demande un effort, hein, il faut qu'elle jette une carte, mais elle obtient des 12 pour des tests de force ou de dextérité. Alors si vous faites le test contre une carte dotée de la propriété animale ou aquatique, rechargez la carte au lieu de la jeter. D'accord. Donc si on attaque un animal ou un poisson quelque part, ou si on essaye de les récupérer, de s'en faire des alliés, eh bien au lieu de jeter cette carte qui nous permet de nous transformer, on peut à la place la recharger. Ok. Alors on voit tout de suite qu'elle perd son superbe pouvoir de soutien animal qui était présent dans la première campagne, qui lui permettait d'ajouter un dé de 4 à tous les tests qu'elle pouvait faire à partir du moment où elle pouvait montrer, prouver qu'elle avait un animal dans sa main. Donc ça n'existe plus. Lini va devoir se débrouiller sans maintenant. Ok. Et au niveau de ses cartes, elle a une arme, 4 sorts, une armure, un objet, 4 alliés et 4 bénédictions. Alors une armure, c'est étonnant parce qu'elle n'est pas formée aux armures légères. Bon, d'accord.
Son armure ne sera pas optimum, quoi, optimale au début de sa campagne. Ok. Une autre façon, en tout cas, de jouer Limi, si on choisit de l'intégrer dans notre groupe. On arrive bientôt sur nos deux derniers personnages et je vais, pour le plaisir de présenter de la nouveauté, terminer par Damiel et commencer d'abord par Valeros, qui est encore un personnage que vous connaissez si vous êtes familier de Pathfinder, le jeu de cartes, puisque Valeros, c'est un personnage emblématique de la première campagne, et donc c'est le 1, 2, 3, 4e personnage issu de la première campagne et qui revient proposer ses services dans cette nouvelle boîte. Valeros le guerrier, je crois, hein, c'est ça, hein. C'est un guerrier humain. Et on va voir aussi s'il a évolué entre les deux campagnes. Alors, il a force 10 plus 3, des 10 plus 3, donc ça c'est tout à fait ce qu'il avait dans la première campagne. Un des 6 de dextérité, j'ai un petit doute sur la dextérité, il me semble qu'il avait un D8. Constitution D8 plus constitution vigueur plus 1. Intelligence D4, sagesse D6, charisme D8 avec diplomatie plus 1. Ouais, ça semble correspondre à peu près au personnage de Valeros que je connaissais. Taille de sa main 4, ça n'a pas changé. Il est directement spécialisé dans les armures légères, les armures lourdes et les armes. Et au niveau de ses pouvoirs, il a... Vous ajoutez un dé de 4 au test de combat d'un autre personnage dans votre région. Donc ça, c'est des soutiens dans sa région. C'est un pouvoir qu'il avait déjà. Et son autre pouvoir, au lieu de jeter une arme pour utiliser son pouvoir, vous pouvez la recharger. Au lieu de jeter une arme pour utiliser son pouvoir. Ouais, d'accord. Ok, je crois que c'est ce qu'il avait aussi, il me semble, hein. Pareil, hein, quand il devait jeter une arme, euh, parce que généralement, quand on jette une arme, on obtient des bonus supplémentaires à l'attaque. Lui, en fait, il peut recharger au lieu de jeter. Et il me semble que c'est exactement le pouvoir qu'il a aussi sur la première campagne. Donc pas beaucoup de changements pour Valeros, pour le coup. Bon, le bon vieux guerrier de base, efficace. Hein. Efficace Valeros. Voilà. Peut-être un peu dommage de réutiliser ce personnage-là qu'on connaît déjà et qui n'apporte pas de grands changements entre les deux. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de changements. J'aimerais bien vérifier, tiens d'ailleurs, qu'il y a vraiment du changement. Et au niveau des cartes, 5 pour les armes, 2 armures, 2 objets, 3 alliés, 3 malédictions. Pareil, là c'est pareil, c'est assez bien réparti. 3 bénédictions, il me semble que c'est ça qu'il avait aussi dans la première campagne. Ok Valeros. Et on termine avec un personnage qui change beaucoup aussi par rapport aux autres joueurs, aux autres personnages, je veux dire, proposés. Un alchimiste. Et ça, c'est chouette parce que ça apporte aussi une bonne variété au niveau du gameplay. C'est Damiel, c'est un elfe, encore, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'elfes dans l'histoire. C'est un elfe, et il a des petites capacités intéressantes, on va voir ça. D'abord, ses compétences. 1 dé de 6 en force, 1 dé de 8 en dextérité avec sabotage plus 2, distance plus 2. Donc, il attaque à distance, lui. Hein, je crois que c'est un des seuls avec Lyrian à proposer une attaque à distance. Constitution D8, intelligence D10 avec artisanat plus 3. Hein, c'est normal, hein, c'est un alchimiste, donc il est fort pour sans doute fabriquer des potions, peut-être avec un peu de chance. Sagesse D6, charisme D4. Ok. C'est pas un lanceur de sort, hein. Vous voyez qu'il n'y a rien au niveau profane, ni divin. Taille de la main 6, formé aux armures légères, mais pas aux armes, en tout cas pas au début. Et au niveau de ses pouvoirs, voilà ce que ça donne. Vous pouvez jeter une carte pour ajouter un dé de 6 et la propriété poison ou feu à un test de combat dans votre région. Si la carte jetée dispose de la propriété alchimique, ajoutez encore un dé de 6. Donc là, c'est des grenades en gros qui balancent. Hein. Alchimique, c'est tout ce qui est potion qu'on trouve dans le jeu, que ce soit dans la première campagne ou la deuxième campagne. Donc il peut très bien les jouer dans la première campagne sans problème. Hein.
Et donc, il balance ses fioles qui explosent. Euh, on choisit, c'est soit des fioles de poison, soit des fioles de feu. Et, et voilà, et si c'est vraiment des potions, c'est quand même 2 d de 6. 2 d de 6 de bonus à un test de combat, c'est pas mal, hein. Et on voit que c'est à un test de combat dans votre région, donc ça peut être très bien le sien, évidemment. Mais il peut aussi aider ses copains. Deuxième pouvoir, quand vous devez bannir une carte dotée de la propriété alchimique, rechargez-la à la place. Donc, de la même manière, lui, quand il boit des potions, ou quand il utilise des potions, il ne les bannit pas. Une potion, lui, il en a toujours en stock. Voilà. S'il boit une potion de guérison, par exemple, au lieu de la bannir, et ben, hop, il la refout sur son paquet, elle reviendra, il aura une autre charge de cette potion. Donc c'est un spécialiste de l'utilisation des potions, ou en tout cas des objets de type alchimique. Dernière chose, quand vous jouez un sort dépourvu de la propriété attaque, vous gagnez les compétences profanes et divins jusqu'à la fin de l'étape. Ces compétences sont égales à votre artisanat. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, un sort qui n'est pas une attaque. D'accord? Donc, par exemple, un sort d'invisibilité, un sort de soin, ce genre de choses. Donc, quand il utilise ce type de sort, tout d'un coup, il a profane ou divin jusqu'à la fin de l'étape. Ses compétences sont égales à votre artisanat jusqu'à la fin de l'étape. Alors, est-ce que ça veut dire compris le rechargement du sort? Ça, j'aurais peut-être vérifié ce qu'ils appellent la fin de l'étape. En tout cas, ce que je comprends, c'est que il a les compétences profanes et divins qui sont égales à son artisanat, donc 1 des 10 plus 3. Par exemple, il lance un. Oh, je pense que ça doit être vraiment pour la recharge, parce que généralement, les sorts qui ne sont pas d'attaque, il n'y a pas vraiment de test à faire. Euh, Quasiment pas, en tout cas, j'ai pas trop ça en tête. Donc, ça va être vraiment pour pouvoir les recharger. Donc, en fait, pareil, il ne perd pas des sorts qui ne sont pas des sorts d'attaque. En tout cas, il peut les recharger s'il veut. Et on voit qu'il a 2 sorts, en effet. Il a 2 sorts. Donc, après au choix, quoi. C'est-à-dire que s'il prend un sort qui est un sort d'attaque, ce sera comme des parchemins, et il l'utilisera une fois, et après il ne pourra pas les recharger. S'il utilise un sort non d'attaque, par exemple, je sais pas, un sort d'invisibilité, il pourra le recharger, le garder en fait, hein, et le relancer une autre fois plus tard. D'accord, donc c'est une sorte de magicien un peu particulier, quoi. Armure 1, objet 6. Donc là, on voit qu'il a la possibilité de choper des potions, etc., des trucs comme ça, et de jouer à plein son rôle d'alchimiste qui balance des grenades. Allié 1, bénédiction 4. Moi, l'alchimiste, il me plaît bien, je vous avoue. Il est rigolo, ça change un peu, jouer avec des potions. Ce type d'objet, c'est pas mal. En tout cas, voilà, ça c'est original. Là, on est vraiment dans quelque chose de très original. Et on a fait le tour de l'ensemble des personnages disponibles pour la campagne Skull and Shackle. Donc, petit résumé très rapide. Lyrian, qui est donc pistolier, spécialisé dans l'attaque à distance et l'utilisation d'armes à feu. On a Lem, le druide qui est issu de la première campagne, donc qui fait du soutien, lui plutôt, hein, qui va aider les autres, et qui peut être aussi une sorte de bretteur, hein, éventuellement, il peut se battre au corps à corps, ça peut être rigolo. On a Ranzak, notre roublard gobelin, donc, qui est un pilleur de deck, voilà, et qui va se cacher dans les jupes des autres personnages. On a Zeltiel, le sinistre magus, qui se bat en combinant ses armes et ses sorts. On a Olok, qui est un guerrier prêtre, donc, qui est fort, qui est un des 12 en force, et qui a la capacité soit de guérir grâce à ses bénédictions et ses armures, soit de soutenir les autres joueurs, et lui-même d'ailleurs il me semble aussi, grâce à ses armes cette fois-ci et ses bénédictions. Intéressant aussi, rigolo. On a Mériziel, la roublarde, spécialisée dans tout ce qui est dextérité, agilité, acrobatie, ce genre de choses, désamorçage. Allah Azra, donc c'est notre oracle. Elle, c'est la prêtresse spécialisée dans la divination et qui est assez forte dans les sorts d'attaque. On se rappellera qu'elle a +2 à l'attaque avec ses sorts, voilà, ses sorts divins d'attaque. Il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, elle,
si elle en a en main, elle aura plus 4, ce qui est quand même assez rare. Un lanceur de sorts cette fois-ci, mais du côté de la magie profane, c'est Feya, une sorcière, qui peut sacrifier ses animaux pour récupérer des sorts, et qui peut aussi réduire la défense des adversaires, il me semble, un truc comme ça. Jirel, c'est le pirate, dans toute sa splendeur, voilà, splendide avec sa belle cape rouge. Elle utilise des armes de finesse, et elle a des caractéristiques assez bien réparties, j'ai l'impression. Voilà. Et elle a des pouvoirs, c'est la seule qui a des pouvoirs liés au bateau, on a vu un peu. Elle peut réduire les dégâts encaissés par les bateaux. Jirel. Lini. Lini la druidesse, donc elle qui utilise les animaux pour s'aider. Et elle peut se transformer en un splendide léopard tacheté, là, quand il y a besoin d'avoir de l'agilité ou de la force. Valeros, le guerrier classique, mais efficace au combat, ça c'est sûr. Et on termine avec Damiel, l'alchimiste, donc qui utilise tout ce qui est tous les objets ou les cartes dotées de la propriété alchimique avec Maestria. Voilà. Et qui peut utiliser quelques sorts aussi, mais pas des sorts d'attaque, on a vu. En tout cas, pas efficacement, moins efficacement. Voilà, donc il s'agit maintenant de composer une petite équipe avec tout ça. Et je voulais jouer a priori avec 3 personnages pour la campagne. Euh, donc, je vous propose, si vous voulez bien, dans les commentaires, de me dire bah ouais, moi j'aime bien celui-là, j'aime bien celui-là. Voilà. Composez-moi des équipes de 3. Essayez de faire des choix de votre côté aussi. Et puis, bah voilà, au bout de quelques jours, je ferai un décompte un peu de tout ça, une sorte de petit vote, un petit concours de vote. Et puis bah voilà, je partirai de vos propositions pour constituer une équipe de 3 personnages. J'ai presque tendance à envie de dire 4, mais j'ai peur que ça soit un peu long quand même avec 4 personnages. Mais bon, on verra. Si vraiment c'est serré au niveau des votes, il faudra peut-être me laisser persuader. On verra. Mais disons, partons sur 3 pour l'instant. Et voilà, je vous laisse voir ce que vous voulez. Si vous voulez un peu de nouveauté, si vous voulez revoir un peu des personnages classiques, ou alors que vous connaissez peut-être pas, si vous n'avez pas connu la première campagne. Euh, voilà, essayez de composer quelque chose entre magie profane, magie divine, dextérité, force, tir à distance ou pas. Enfin voilà, on sait que le jeu peut très bien être gagné par différents types de combinaisons, il n'y a pas de problème. Euh, voilà. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour le moment. Je vous présenterai dans un deuxième temps, une fois qu'on aura choisi notre équipe, les petites règles de variantes qui existent, qui sont là pour mettre un peu plus de sel dans le jeu, un peu plus de difficulté, un peu plus de challenge, mais aussi une partie plus narrative, puisque on va pouvoir se plonger dans la campagne de Skull and Shackles, qui est à la base, je vous rappelle, une campagne de jeu de rôle, hein, qui est composée aussi de 6 aventures différentes. Et donc, eh bien voilà, on va non seulement jouer, faire le jeu de cartes, mais aussi en profiter pour vivre une aventure narrative, voilà, avec une introduction dans les scénarios, ce genre de choses. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce programme vous plaît. Moi, ça me donne très envie. Euh, j'ai envie de me replonger dans Pathfinder. Donc, profitons, hein, profitons. En parallèle de ça, je vais essayer de rester fidèle à ce que j'ai proposé au mois de mars dans le nouveau programme de la chaîne. Donc, il y a certains jeux que je vais continuer à vous présenter en parallèle. Mais je voulais prendre du temps et consacrer du temps de jeu à cette superbe campagne de Pathfinder, Skull and Shackles, et j'espère que vous serez au rendez-vous de votre côté aussi. Donc je vous dis à très bientôt. On va dire qu'on va se laisser peut-être une petite semaine pour récolter un maximum de votes. Et puis, eh ben voilà, on refait le point. À très bientôt. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, de soirée, etc. Bonne rentrée d'ailleurs, hein, à vous tous aussi.
Et on se retrouve très très bientôt sur ma chaîne. Salut salut!